les géants du numérique. Ils sont partout, que ce soit pour regarder des shorts sur YouTube ou passer un coup de fil à vos parents. Mais au fond, qui est derrière ces entreprises tech qui dominent vos vies? En Chine, c'est Weibo et Tencent. Aux États-Unis, c'est Meta Google. Et en France, eh bien, encore Meta et Google. Pas très européen. Et d'ailleurs, seriez-vous capable de citer une seule grande entreprise de tech européenne? On a posé la question à l'équipe et on n'a trouvé qu'une. Peut-être deux. Est-ce que vous pouvez faire mieux? Dites-le nous dans les commentaires. Mais au fond, à quel point ce problème est-il grave? Et est-ce que l'Europe et la France peuvent un jour faire émerger leurs propres géants du numérique? Commençons par les chiffres. En Europe et en France, plus de 90% du marché des moteurs de recherche est contrôlé par des entreprises américaines. Google domine presque tout à lui seul. Les entreprises européennes, elles, ne représentent même pas 2% du marché. Il y a quelques petits acteurs comme Ecosia, un moteur de recherche basé à Berlin, qui utilise ses profits pour planter des arbres. Côté cloud, c'est à peu près la même histoire. À chaque fois que vous regardez une vidéo sur YouTube, que vous faites défiler Instagram ou que vous ouvrez un site web, ce contenu vient de grands centres de données et de serveurs cloud. Mais ces serveurs ne sont pas européens. Environ 70% du trafic Internet en Europe passe par des infrastructures contrôlées par des géants américains. Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, etc. Les entreprises européennes n'en contrôlent que 15%, principalement grâce à SAP et Deutsche Telekom en Allemagne, ou OVH Cloud en France. Et les réseaux sociaux, là aussi, presque tout est non européen. Les entreprises américaines, Facebook, Instagram, YouTube, X, dominent avec environ 75% du marché. Le reste vient surtout de la Chine, avec TikTok évidemment. Et l'Europe, elle peine à suivre, avec moins de 1% de part de marché. Et la France, elle a encore moins. Il existe des alternatives comme Mastodon, Allemagne, ou Vero, Royaume-Uni. Mais elles sont quasiment invisibles à côté des géants mondiaux. Et maintenant, l'IA. Surtout les modèles de langage. Et là encore, vous pouvez deviner la suite. Les Américains dominent avec ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot, qui contrôlent plus de 93% du marché européen. L'UE et la France a bien quelques projets prometteurs comme Mistral AI, mais aujourd'hui, moins de 1% des Européens l'utilisent. Donc oui, c'est prometteur, mais encore très loin d'être un vrai concurrent. Et pour faire tourner ces IA, il faut du matériel. Des puces très puissantes. Elles servent à tout, de ChatGPT aux voitures autonomes. Mais là encore, seulement 3 entreprises dans le monde sont capables de fabriquer ces puces de dernière génération. TSMC, Taïwan, Samsung, Corée du Sud et Intel, États-Unis. Et il n'y a rien en Europe. Il n'y a aucune usine européenne capable de produire des puces à 5 nanomètres ou moins. Et même pour la conception des puces, ce sont encore les entreprises américaines qui dominent, comme Nvidia et AMD. Mais il y a un domaine où l'Europe est en tête. Les puces les plus avancées ne peuvent pas être fabriquées sans des machines très spéciales appelées EUV. Et une seule entreprise au monde les fabrique, ASML, basée aux Pays-Bas. Ces machines gravent des circuits à l'échelle de l'atome. Donc, même si l'Europe ne fait pas les puces, elle fabrique les machines qui permettent de les produire. Et sans ASML, la course à l'IA n'existerait tout simplement pas. Et voilà le tableau. Et à part de ASML, on peut dire que l'Europe a du retard. Mais il y a un domaine où on est bon. Même très bon. Ce n'est pas un nouveau Google européen, c'est la régulation. Et là, l'Union européenne sait mettre les géants du numérique sous pression. Tout a commencé en 2018 avec le célèbre RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Cette loi impose aux entreprises de demander un consentement clair avant d'utiliser les données des utilisateurs, sous peine d'amende pouvant aller jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires mondial. Vous vous souvenez aussi peut-être de la taxe sur les services numériques proposée en 2019 en France. Elle visait les grandes entreprises tech multinationales, mais elle ne s'est jamais mise en place car Trump avait menacé d'imposer 100% de taxes douanières sur les produits français. Ensuite est arrivé le Digital Markets Act en 2024, une loi qui cible les plateformes numériques dominantes. Elle interdit les pratiques déloyales, comme le fait de favoriser ses propres services et oblige ces plateformes à s'ouvrir à la concurrence. Il y a aussi le Digital Services Act qui s'attaque à la responsabilité des plateformes, contenus illégaux, transparence des algorithmes et la lutte contre la désinformation. Et en 2025, l'UE va mettre en place la toute première loi sur l'IA au monde, la loi sur l'IA. Elle va réglementer strictement les systèmes d'IA à haut risque et interdire certaines pratiques comme la surveillance biométrique. Et l'idée, c'est placer l'éthique avant le profit. Voilà donc les principales régulations que l'UE a mises en place contre les géants du numérique. Mais une question se pose. Comment l'Europe en est-elle arrivée là, à réguler les big tech plutôt que les diriger? Selon nous, il y a 3 grandes raisons derrière ce basculement. Et la première, ironiquement, c'est justement la réglementation. Des lois comme le RGPD avaient pour but de freiner les géants du numérique. Mais de plus en plus d'études montrent qu'elles ont en fait pénalisé encore plus les petites entreprises européennes.
Une étude a révélé qu'après l'entrée en vigueur du RGPD, les profits des grandes entreprises tech ont baissé de 4,6%, mais pour les PME, la chute a été de plus de 12%. Pourquoi ? Parce que les géants du numérique ont déjà les ressources, les équipes de tech et les avocats pour s'adapter. Quand vous êtes Meta ou Google, embaucher une centaine de juristes spécialisés en protection des données, c'est presque banal. Mais pour une petite start-up européenne, les coûts de conformité sont énormes, avant même de pouvoir commencer à rivaliser. Et ce n'est pas seulement une question de règles. La réputation de l'Europe en matière de régulation fait aussi fuir. Les lois strictes donnent souvent une image dissuasive qui effraie entrepreneurs et investisseurs avant même que les idées ne voient le jour. Beaucoup de startups découragées par la paperasse et la lenteur des démarches réduisent leur ambition ou quittent carrément l'Europe. Ensuite, il y a la structure du marché européen. La France, par exemple, est un marché relativement petit. Du coup, il est difficile de développer une infrastructure et des investissements à la même échelle que les entreprises américaines. Et l'Europe est fragmentée, avec des langues, des lois, des taxes douanières et des habitudes de consommation différentes selon le pays, ce qui complique beaucoup la montée en puissance des startups. Il n'y a pas non plus de Silicon Valley européenne. Des villes comme Berlin ou Paris ont des écosystèmes en plein essor, mais aucun pôle unique avec le même talent, capital et dynamisme que la Californie. Résultat, l'Europe connaît une fuite des cerveaux. Depuis 2019, la migration des talents tech a augmenté de 15%, attirés par des salaires plus élevés et plus d'opportunités aux États-Unis. Et ce n'est pas que les personnes qui partent. Les entreprises aussi quittent l'Europe. Grâce à des introductions en bourse, IPO, plus solides et des possibilités de rachat plus avantageuses, beaucoup de fondateurs européens vendent tôt ou transfèrent carrément leur start-up aux États-Unis. Et puis, il y a l'argent. L'une des principales raisons pour lesquelles l'Europe a pris du retard, c'est financière. Commençons par le capital risque. Les Américains ont depuis longtemps des marchés de capital risque profonds et matures, surtout pour les financements à un stade avancé. Rien qu'en 2024, les startups américains ont levé 139 milliards de dollars, soit près de 3 fois plus que les startups européennes ont réussi à réunir, entre 45 et 52 milliards de dollars. Ce genre de capital fait une énorme différence. Et la France, elle, a levé 7,1 milliards d'euros. Pas top. Ensuite, il y a l'investissement public. Une grande partie du succès technologique américain au départ vient du soutien gouvernemental via des agences comme DARPA ou NASA. L'Europe, elle, n'a jamais construit un moteur similaire d'innovation à grande échelle. La quatrième raison pour laquelle l'Europe a pris du retard est culturelle. L'Europe a tendance à être plus réfractaire au risque. L'échec est souvent perçu comme quelque chose de honteux ou personnel. Plus de 50% des Européens associent l'échec en affaires à la honte, contre seulement 27% aux États-Unis. En Amérique, échouer dans une start-up peut être un symbole de fierté. Une preuve que vous avez essayé, appris et que vous êtes prêt à recommencer. En Europe, cela peut être vu comme la preuve que vous n'étiez pas fait pour ça. Et en France, c'est encore pire qu'en Europe. La culture d'entreprise tolère peu l'échec et l'innovation est souvent freinée par la peur de se tromper. Malgré quelques progrès en France, seulement la moitié de la population considère l'entrepreneuriat comme une carrière prestigieuse, bien loin du prestige qu'il y a aux États-Unis. Alors, que fait l'UE et la France pour rattraper leur retard ? En fait, pas mal de choses. Côté réglementation, l'UE essaie enfin de simplifier les choses. De nouveaux paquets omnibus visent à rendre des règles comme le RGPD plus faciles à appliquer pour les petites entreprises. Et on parle d'assouplir la future loi sur l'IA pour ne pas étouffer les startups avec des contraintes trop lourdes. Ensuite, il y a le financement. L'UE injecte des milliards dans les startups grâce à des initiatives comme Choose Europe et des Scale-up Europe Fund, avec pour objectif de faire naître plus de licornes européennes et surtout de les garder en Europe. Il y a aussi la loi CHIPS de l'UE, un plan à 43 milliards d'euros pour booster l'industrie européenne des semi-conducteurs en finançant la recherche, la conception de puces et la construction de nouvelles usines. L'objectif est de doubler la part de l'Europe dans la production mondiale de puces de 10 à 20% d'ici 2030. L'UE travaille aussi sur les problèmes structurels avec l'Union des marchés des capitaux, un projet de longue date pour unifier les systèmes financiers fragmentés en Europe. C'est essentiel, car les pays européens seuls ont du mal à trouver des financements suffisants chez eux. Je vous rappelle qu'en France, c'était 7 milliards, ou soit moins de 5% que ce que les Américains ont réussi à produire. Pour changer la culture des startups, des programmes comme Project Europe offrent financement et mentorat pour aider les jeunes fondateurs à créer les prochains géants mondiaux. Depuis l'Europe, pour l'Europe. Ces mesures vont déjà aider l'Europe à commencer à rattraper les puissances technologiques hors du continent. Mais il y a aussi beaucoup d'initiatives privées qui vont dans le même sens. Par exemple, Eurostack, une initiative pour construire un écosystème numérique européen complet, de la data cloud à l'IA en passant par le matériel, basé sur des standards ouverts et la souveraineté numérique. Ou encore Gaia-X, qui rassemble entreprises et gouvernements pour créer une infrastructure cloud fédérée, permettant aux utilisateurs de contrôler où leurs données sont stockées et comment elles sont utilisées.
Il y a tellement à dire sur ces sujets et chacun pourrait faire l'objet d'une vidéo à part. N'hésitez pas à commenter si cela vous intéresse. La France est particulièrement bien placée pour profiter de l'élan de l'UE visant à créer ses propres géants technologiques. Avec déjà une base solide, des entreprises d'IA comme Mistral et Poolside aux fournisseurs de cloud comme OVH Cloud, la France dispose des talents, des infrastructures et de la volonté politique pour monter en puissance rapidement. Si des initiatives comme l'Union des marchés des capitaux et le Scale Up Europe Fund réussissent, elles apporteront justement ce type de financement de stade avancé et cette échelle transfrontalière qu'ils ont longtemps manqué aux startups françaises. Et avec des soutiens publics comme BPI France, qui continuent à réduire les risques liés à l'innovation précoce, la France pourrait devenir le tremplin d'une nouvelle génération d'entreprises technologiques compétitives au niveau mondial, des entreprises nées en France et ancrées dans les valeurs européennes. En même temps, l'influence de la France sur la réglementation signifie qu'elle ne bénéficiera pas seulement des règles, mais participera à leur élaboration. Cela donne à des entreprises comme Mistral et OVH Cloud non seulement une chance de croître, mais de le faire dans un cadre qui leur offre une véritable chance face aux géants américains et chinois. Si l'UE réussit sa mission plus large, la France pourrait émerger non seulement comme un centre régional, mais aussi comme l'un des acteurs clés européens en lice pour le leadership technologique mondial. Et voici mon avis. Nous pouvons construire nos propres géants, mais beaucoup doit changer. Et vite. D'abord, il faut alléger la réglementation, ou du moins faciliter la conformité des entreprises aux règles existantes. Mais plus important encore, il faut lever les barrières qui existent encore entre nos marchés. Si l'Europe veut vraiment rivaliser avec les États-Unis et la Chine, elle ne peut pas se permettre 27 marchés des capitaux fragmentés. Il est grand temps de construire enfin une union des marchés de capitaux pleinement intégrée, une union qui donne aux entreprises européennes le financement dont elles ont besoin pour grandir, ici même en Europe. On a fait toute une vidéo sur ce sujet ici, si vous voulez comprendre comment cela pourrait dynamiser l'économie de l'UE. Et on prépare aussi une vidéo sur les conséquences graves que l'Europe pourrait subir si elle perd la course à l'IA. Alors abonnez-vous si ça vous intéresse. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!